Chapitre 22. Lieu sombre. Ce retour chez lui le démangeait. Le sentiment d'être un intrus embarrassant lui parcourait la peau et forçait Lod à garder la main sur son pistolet, tandis qu'il observait l'étage circulaire. Une vue qu'il avait contemplée 100 000 fois au fil des ans et des ans. La première fois, ce fut avec une fascination confuse, puis vint une longue période de détente, et maintenant, une terreur exaltante. Faire marches arrière n'était plus une option. Tuer Fade, retrouver son statut doré de ratisseur? Non, le jardinier avait abandonné Lod, alors Lod allait y mettre un terme. La question, que Lod avait repoussée en faveur de l'objectif plus immédiat de son retour, était de savoir comment. Le jardinier ne se manifestait que dans la vaste cour du bosquet, daignant parler aux esclaves éternels qu'il avait cooptés pour accomplir sa vision singulière. Personne ne savait où allait le jardinier lorsqu'il laissait son tourbillon derrière lui. Ce qu'était réellement le bosquet au-delà des pierres et des tables de l'audience, de leurs ressources infinies, restait un mystère. Si l'un des autres ratisseurs l'avait découvert, il ne l'avait jamais partagé avec Lod, ce qui le laissait avec une énigme à résoudre. L'anneau où il se tenait offrait peu d'indices. Chaque pièce était liée à un monde différent dont le jardinier s'était soucié. Les portes variaient en taille, en forme et en matériaux, à l'image des ratisseurs qui leur étaient assignés. Lod se dit qu'il pouvait les considérer comme de simples boîtes à sens unique. Le jardinier ne se trouverait dans aucune d'entre elles, pas plus que le cœur battant du bosquet, s'il en avait un. Un crissement rapide fit s'accroupir Lod derrière la balustrade de pierre. Il entrevit une araignée aux allures de dentelle qui plongeait depuis le haut. Le fait que Lod ne reconnaisse pas le ratisseur le réconforta. S'il ne pouvait distinguer un intrus d'un habitué, alors peut-être n'avait-il pas besoin de se cacher. Quoi qu'il en soit, rester planté là plus longtemps risquerait d'attirer Véronica ou Alec, et Lod pouvait bien se passer de ses foutaises. Tapotant son pistolet, ajustant son chapeau à large bord, Lod se hissa par-dessus la balustrade et se laissa tomber. Les déniveaux défilèrent, son estomac lui remonta dans la gorge, et le cercle blanc bleuté à la base de la tour grandit jusqu'à ce que Lod s'immobilise en flottant. Comme toujours, la transition entre la vitesse et l'arrêt brutal perturba son esprit, donnant à Lod l'impression qu'il aurait dû être réduit en bouillie. Au lieu de cela, le cercle le projeta sur le côté, permettant à ses chaussures d'effectuer un atterrissage en douceur. L'araignée de dentelle avait déjà disparu. Un regard vers le haut confirma qu'aucune autre chute ne se dirigeait vers lui. C'était donc l'occasion de jeter un œil aux alentours. Les ratisseurs n'avaient qu'un seul chemin à suivre à partir d'ici, une large route de pierre passant sous une arche massive, puis descendant de larges et imposantes marches jusqu'à la cour. Lod n'avait jamais songé à emprunter une autre voie, alors quand des options se présentèrent, il faillit rougir. Comment n'avait-il pas remarqué les arches étroites autour de la plateforme d'atterrissage, celles qui menaient à de sombres renfoncements? Lod s'approcha de la plus proche, posant à nouveau la main sur son pistolet. L'arche étroite l'obligea à se tourner de côté, bien que sa hauteur dépassât de plus du double la sienne. La lumière blanc-crème omniprésente du bosquet ne pénétrait dans l'alcôve sculptée et nette que sur 1 ou 2 pas avant de s'éteindre, laissant Lod poursuivre son avancée dans une obscurité totale. Non, attendez. Lod cligna des yeux. La plateforme se trouvait derrière lui, sur sa gauche, tandis que l'alcôve semblait s'étendre sur sa droite, dans la pénombre. Il avait cru que tout était noir, mais des ombres se dessinaient, des contours flous et des silhouettes. Ce qui aurait dû être une fine bande entre la plateforme et les murs extérieurs de la tour semblait au contraire s'étirer. Lod n'en distinguait pas la fin, juste une obscurité qui se prolongeait à l'infini. Et elle n'était pas vide. Il fit plusieurs pas de plus, tournant la tête de part et d'autre,
et découvrit que le passage était court et débouchait sur un espace beaucoup plus vaste. Pas un espace plein de vie. L'air était stagnant. Aucune odeur n'indiquait à l'ode ce qu'il contenait, mais il y avait un contenu. Des ombres dessinaient là des masses aux formes étranges, éparpillées çà et là. Des ovales se fondant les uns dans les autres, des cubes aux allures de boîtes dotées d'appendices oblongs. À mesure que ses yeux s'habituaient, il remarqua que certaines étaient empilées avec intention. D'autres semblaient avoir été jetées au hasard. Comme dans la cour du bosquet, il ne semblait pas y avoir de mur, juste des amoncellements au milieu d'une étendue sombre et infinie. Sous ces amoncellements luisaient de petites taches, semblables à l'aube, imperceptibles, jusqu'à ce que les yeux de l'ode s'adaptent au noir profond. Étaient-ce, d'une manière ou d'une autre, les rouages internes du bosquet, les circuits qui alimentaient de ces miracles? L'ode s'approcha du plus proche, une série de sphères reposant sur et à l'intérieur de fines bases de pierre festonnées. Sans beaucoup de lumière, l'ode ne pouvait distinguer les couleurs, mais il nota des stries irrégulières sur les sphères, des lignes déchiquetées se mêlant à d'épais traits tourbillonnants comme des éclairs jaillissant des nuages. Il tendit la main, en toucha une, froide, inerte. Il s'agenouilla, appuya sur la sphère, dure, résistante. Une coquille fermée, peut-être, avec quelque chose à l'intérieur. Mais comment l'ouvrir? L'ode eut un petit rire, puis se releva. Qu'importaient ces choses? La curiosité ne devait pas le distraire maintenant. L'objectif, c'était le jardinier. Détruire cette chose, libérer tous les ratisseurs de son emprise. Alors, ils pourraient eux tous explorer ce fatras. Ils auraient donc l'éternité pour eux, profitant d'une vie sans fin ici, dans le bosquet, sans son grand ordonnateur. « Est-ce là ce que tu penses ?» fit la voix, celle que l'ode avait si ardemment désiré entendre. Ces simples mots écorchèrent le cow-boy. Grand ordonnateur, dictateur, monstre, le jardinier se tenait sous sa forme de tourbillon, derrière l'ode, une créature insondable qui, néanmoins, avait été pour l'ode une figure aussi parentale que n'importe qui d'autre au cours de sa vie de plusieurs siècles. Il se tenait là, d'une manière ou d'une autre, dans son dos, observant le cow-boy de son regard d'acier et amorphe. « Vous croyez que le bosquet continuera sans mes conseils, que l'endroit que j'ai bâti et entretenu plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer me survivra ?» L'ode se ressaisit. Il ravala l'envie de tomber à genoux et d'implorer son pardon. Il puisa du réconfort dans la prise de son pistolet, dans l'apparence désaturée du jardinier. Plus imposant sous la pleine lumière du bosquet, son propriétaire ressemblait ici davantage à une ombre mouvante, quelque chose que l'ode pouvait balayer d'un revers de main. Je me dis que ça vaut le coup d'essayer, parce que j'en ai vraiment marre de la vieille rengaine. Le meurtre, le chaos et vos armes? J'en doute. De tous mes ratisseurs humains, vous étiez le plus sanguinaire. Le jardinier laissa le mot en suspens avant d'enchaîner sur le suivant. Et le plus efficace. La règle essaie de 2, mais je l'ai déjà contournée par le passé, si vous étiez disposé à revenir. Ils ne voudront pas de mon retour. Je ne leur laisserai pas le choix. L'ode balaya de nouveau les reliques du regard. Des piles de mystères. Des questions que le jardinier enterrerait si l'ode acceptait. Des chaînes, mais avec une récompense parfaite. Il était venu ici pour se venger, mais combien de fois les plans changeaient-ils face à de nouvelles informations, à des offres inattendues? Une seule condition, vous ne me mettrez plus jamais à la porte. Je fais mon travail à ma façon et vous obtenez votre espèce. Pas de plainte, pas de menaces, rien de la part de Fade et Eve. Si vous faites le travail, Détroit, la bombe. Fade et Eve avaient échoué. Combien d'autres fois avaient-ils déçu le jardinier pour que ce dieu revienne vers l'ode? Le cow-boy fit claquer sa langue et adressa un clin d'œil au jardinier que l'extraterrestre ne comprendrait pas. Vous savez très bien que je le ferai.
L'avenir de votre espèce en dépend, Lod. Le jardinier leva une main. De petites lumières tourbillonnèrent, sorties de nulle part, une magie expliquée par les machines minuscules qui vrombissaient dans l'air du bosquet. Elles s'agencèrent pour former une image granuleuse, une jeune femme familière qui fixait une table d'audience bleue. Ces intrusions sont trop fréquentes, trop de connaissances, trop rapidement, détourneront l'humanité de sa trajectoire. D'autres espèces penseront que je deviens indulgent. Elles ont tort. Ne vous en faites pas, patron. Je vais fermer cette porte à double tour et la verrouiller. Talia se concentra sur sa respiration, l'air entrant et sortant, tandis que des tirs d'armes à feu faisaient d'eau trembler le petit bureau autour d'elle. Les murs de l'entrepôt renvoyaient l'écho de chaque tir, lui donnant l'impression d'être encerclée par une armée plutôt que par 5 ou 10 agents de sécurité à la petite semaine. Elle avait elle-même 3 armes, bien que le revolver à canon court dans sa botte nécessiterait une témérité de la part de quelqu'un pour être utile. Les 2 pistolets, l'un dans sa main et l'autre glissé dans le creux de son dos, pouvaient infliger une punition précise à un rythme régulier. Dans les films, ils pouvaient anéantir une escouade d'ennemis malchanceux en quelques secondes. Ici et maintenant, elle serait en infériorité numérique et réduite en charpie par un feu nourri. En l'état, des douilles ricochaient drôles sur ses chaussures. Des tirs à l'aveugle, soit pour gaspiller des munitions, soit, plus probablement, pour couvrir des manœuvres. Le bureau avait une sortie sur sa gauche, une porte fermée menant à l'extérieur. Trop évident. Fad s'était rué à travers le garage, sur la droite de Talia et à travers une étendue dangereusement à découvert. Aucune des 2 options n'était viable. Au lieu de cela, Talia passa l'arme dans son autre main et sortit son téléphone. Elle tapa l'adresse à son oncle avec un emoji de fusil. Facile à comprendre. Puis, Talia lança son pistolet vers la droite, le laissant déraper sur le ciment et sortir dans le garage. Elle attendit un instant. La fusillade se calma. « Je me rends !» cria Talia. « Nous avons fait une erreur !» La porte du bureau s'ouvrit à la volée, le courant d'air soudain dispersant les papiers sur le bureau sur le sol jonché de douilles. 2 des hommes de main de Navarro entrèrent, les lampes de leurs fusils l'aveuglant. « Tu parles que tu as fait une erreur !» lança le premier homme d'un ton brûlant. « Tu vas nous dire ce que vous faites ici, pourquoi vous avez choisi cet endroit, et combien vous valez. Parce que si c'est pas grand-chose, il y a des poissons dans la baie qui vont avoir un en-cas de minuit. » Fad dérapa sur la gauche, interrompant sa charge héroïque, alors que l'arme de Talia rebondissait à travers le garage. Un signal, intentionnel ou non, que le combat ne tournait pas en leur faveur. Fad se glissa entre 2 conteneurs empilés, pressa son dos contre le mur de l'entrepôt et écouta. La fusillade avait cessé, ce qui signifiait qu'ils avaient soit abattu Talia, soit gobé sa tentative de reddition. Il fallait espérer la 2e option. Accroupi, Fad fit de rapides pas vers sa droite, en direction de la façade défoncée de l'entrepôt et des restes du semi-remorque piraté. Une conversation s'éleva au-dessus du trafic lointain et des bruits de machines nocturnes. Des gens passaient et des appels, essayant d'obtenir des ordres. Plus d'une plainte sur le fait que Navarro ne répondait pas Pontiaz à son téléphone. Une réponse disait que ce n'était pas une surprise, vu où le patron était étalé. Toujours agréable quand les mystères se résolvaient d'eux-mêmes. Toujours affreux quand la réponse était un cauchemar. Veronica Plin avait utilisé le badge une fois. Navarro, jamais. Seraient-ils partis tous les 2 seuls? L'absence de Lod suggérait le contraire, insinuait que JC pourrait avoir des ennuis, sauf que le jardinier n'aimait pas les visiteurs, n'aimait pas Lod non plus. Si ce sinistre trio avait décidé de sauter jusqu'au bosquet, il y avait de fortes chances qu'ils fussent déjà de la poussière interstellaire. Mais si ce n'était pas le cas, alors JC. Le crissement de bottes à proximité
ramena brusquement Fade au présent. Les ordres fusaient son maintenant, passant à un ratissage et un nettoyage. Trouver l'autre, sortir le semi-remorque d'ici, éviter l'attention de la police si possible. Fad entendit tout cela, blotti dans un renfoncement humide et glacial entre l'entrepôt et ses conteneurs maritimes, empilés. Un bon endroit pour écouter, un endroit terrible pour se faire prendre. Pourtant, ses bottes suggéraient qu'au moins 2 hommes lui coupaient de la retraite. Enfin, les issues évidentes en tout cas. Fad se redressa, plia les genoux et sauta. Il attrapa une poignée près du haut du conteneur et cala ses pieds contre celui-ci. Il se propulsa plus haut sur le deuxième conteneur empilé. Il agrippa un rebord inférieur, ses doigts glacés contre le métal. Il fit jouer ses pieds, ses orteils dans les rainures, tout en tendant sa main gauche libérée pour se caler contre le mur de l'entrepôt. Précaire, à près de 3 mètres du sol, avec encore quelques-uns à gravir. Fad évalua la distance, plia les chevilles et sauta de nouveau, poussant sur ses jambes et balançant sa main gauche dans une poussée sur l'entrepôt pour s'agripper de manière fragile et désespérée au sommet du second conteneur. Ses pieds cherchaient désespérément une prise, crissant contre le revêtement métallique. Ses ongles s'enfoncèrent dans l'étroit interstice entre les bandes de métal et le conteneur lui-même, se déchirant jusqu'à ce que Fade réussisse à hisser sa jambe gauche par-dessus le rebord. Une roulade maladroite fit basculer le reste de son corps et le laissa sur le dos, roi de la pile de conteneurs. Au-dessus de sa tête, les lumières clignotantes d'un avion filèrent dans le ciel, en direction de l'aéroport de San Francisco. Au loin, scintillaient les quelques étoiles assez brillantes pour percer le halo lumineux de la ville. À une autre époque, dans un autre monde, Fade aurait pu rester allongé là pendant des heures. En bas, des bottes vinrent enquêter sur l'origine de ces grattements. « On sait que tu es là quelque part », dit une voix. « On a ton ami, et on te donne 30 secondes. Tu te montres, les mains vides, et on n'éclabousse pas le sol avec les tripes de la dame. C'est toi qui vois. » Une autre époque, un autre monde. Celui-ci exigeait un peu plus d'action. Le bosquet, JC devait bien l'admettre, était ennuyeux. Une fois qu'on s'était habitué à la ménagerie de créatures impossibles qui s'y promenaient, dont certaines parlaient des langues si éloignées de tout ce qu'elle avait pu entendre sur Terre, il n'y avait tout simplement pas grand-chose à faire. L'audience pouvait produire de la nourriture et des boissons sur commande, mais ne pouvait pas surfer sur Internet aussi bien que son téléphone à la maison. Pas de films en streaming ou de vidéos amusantes, pas de discussion avec ses amis. JC se sentait coincé dans une salle de classe après avoir fini son examen, à attendre que le temps s'écoule. Au-delà des extraterrestres, l'étendue morne du bosquet n'offrait que peu de distractions. La tour et son escalier descendant accueillaient les nouveaux arrivants, tandis que le grand portail circulaire, à l'extrémité opposée, s'activait toutes les quelques minutes pour laisser un ratisseur retourner chez lui. À part ça, rien. Pas de jeu, pas de conversation curieuse qui lui était adressée. JC avait même pensé à chercher des toilettes avant de réaliser que ce besoin n'existait pas ici. Apparemment, la magie qu'elle respirait s'occupait de ses ennuyeux besoins biologiques. Elle demanda de nouveau la position de Fade à l'audience, mais la table répondit avec les mêmes formes bleues et cubiques. Il était arrivé au chantier naval et y était resté, plus ou moins. Depuis un moment maintenant, ce qui menaçait de faire des ravages dans l'imagination de JC. Fade était-il mort, capturé, ou était-il en train de profiter d'un débriefing post-succès avec Eve? JC cligna des yeux. Elle vérifia de nouveau la table, demanda à l'audience de montrer à nouveau le badge d'Eve. Le chantier naval se fondit dans une page blanche océanique avant que l'audience n'affiche un message en texte turquoise fixe. Le badge était à la maison. Relevant brusquement la tête, JC regarda vers la tour,
espérant voir Ève s'avancer vers elle avec de bonnes nouvelles. Au lieu de cela, elle vit à peu près tout le contraire. Lod, son chapeau à large bord, de nouveau sur la tête, descendait les marches d'un pas nonchalant, un sourire suffisant sur le visage, un de ceux qui envoyaient prévisiblement un froid glacial parcourir les veines de JC. Jurant entre ses dents, JC se baissa sous la table. L'assurance de Lod suggérait que le jardinier n'avait aucune intention de l'écorcher vif, donc rester assise là, à attendre qu'il la trouve, n'était pas une bonne idée. Mais où se cacher sur cette plaine plate et infinie? La tour se présenta comme une option, mais pour l'atteindre, il faudrait... JC aperçut une masse scintillante de ce qui semblait être des rectangles de verre reliés par des filaments d'un noir d'encre. La créature flottait vers JC, venue de la tour, sa trajectoire la plaçant entre JC et Lod. Alors que la chose, dont les morceaux vitreux claquaient de temps à autre contre la pierre et la table, passait à sa portée, JC se mit à marcher à pas feutrés à ses côtés. Elle resta près d'elle, essayant de suivre l'allure de la créature qui, heureusement, ne montrait aucun intérêt pour sa soudaine compagne. De près, les morceaux de verre étaient bandes parcourues de lignes prismatiques qui couraient bien toutes vers les bords pour rejoindre les filaments d'encre. Les panneaux projetaient aussi de la chaleur, suffisamment pour que JC sente que son côté droit, le plus proche de la créature, commençait à brûler. Aucun œil, bouche ou autre organe ne se présentait au milieu de cet enchevêtrement, soulevant une question curieuse que JC se refusa de poser. Elle s'occuperait des horreurs une par une. Elles de dépassèrent une rangée, puis une deuxième, avant que la créature ne dévie sa course sur la gauche, droit sur JC. Alors que le verre brûlant se tournait vers elle, JC se jeta au sol. La créature, imperturbable, flotta au-dessus d'elle. Les panneaux de verre touchèrent sur le dos de JC, assez chaud pour qu'un filet de fumée de tissu roussi s'en élève. JC se décala vivement sur sa droite, restant baissé et passant derrière un autre ratisseur, celui-ci ressemblant quelque peu à un rhinocéros à 3 pattes, si sa corne s'était terminée par une boule jaune épanouie au lieu d'une pointe. Chaque pied, également, se terminait par une main évasée à 8 doigts. Le Zimwi tourna un grand œil dans sa direction, sa bouche émettant un grondement sourd. Les petites machines du bosquet interprétèrent donc le bruit et transmirent la question à JC. « Je m'entraîne, » dit JC. « Grosse mission en approche. » Sa réponse lui valut un plissement de ce même œil, mais JC continua d'avancer. La table de l'audience de la Terre était d'eau maintenant derrière elle et sur sa droite, à 2 longues rangées de distance. Elle risqua un coup d'œil entre les pattes du Zimwi, cherchant les bottes de Lod, mais ne les vit pas. Le cow-boy avait marché lentement. Peut-être n'était-il pas encore arrivé. Dans ce cas, JC pouvait juste camper ici, et... « Bougez !» dit le Zimwi. La voix que le bosquet lui donnait avait un tremblement bouillonnant, ses grandes narines se dilatant. « Mon espace, pas le vôtre. »« Oui, bien sûr. » JC s'éclipsa, jugeant que le rhinocéros pouvait l'aplatir net, une façon de mourir plus douloureuse que la probable exécution d'une balle dans la tête par Lod. Elle s'engagea dans l'espace entre les tables, sans aucune couverture le long de la longue mêlée galée à sa droite. JC traversa, se disant que si elle pouvait atteindre 2 tables plus loin, elle pourrait se retourner et courir droit vers la tour. Marcher comme ça, c'est une nouvelle mode chez vous, les jeunes. JC ferma les yeux, se mordit la lèvre et se redressa. Parce que ça a l'air d'être le truc le plus stupide que j'ai jamais vu, continua Lod. On dirait une araignée mourante à qui il manquerait la moitié de ses pattes. Le cow-boy s'accroupit, les mains sur les genoux, et fixa JC droit dans les yeux. « Où est ton père, JC ?»« Parti. » Lod hocha la tête et tendit une main. JC ne la prit pas, se relevant et rendant à Lod son regard noir. Le Zimwi passa à sa gauche d'un pas lourd,
se dirigeant vers le portail argenté, qui commençait à s'animer pour créer une porte vers quelque part. « Dommage, » dit Lod. « J'espérais avoir la chance de vous descendre tous les deux en même temps, en faire une affaire de famille. » Il poussa un lourd soupir moqueur. Mais être un ratisseur, c'est en partie s'habituer à la finalité, pas au voyage. Une sale gamine de moins, et ma vie devient un peu plus facile. La main du cow-boy se dirigea vers le pistolet à sa ceinture. Fad, Talia et Eve n'étaient pas là. La main divine du jardinier ne se mettait pas en travers de son chemin. Une seconde de plus, et JC se serait vu abattu. Se serait vu. « Véronica ?» demanda JC en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Lod. Le cow-boy hésita, se retourna, et JC s'enfuit. Un geste de panique, un sprint dans un monde sans aucun endroit où se cacher. Alors JC quitta ce monde, suivit le Lanzimui sur la rampe en pente douce et à travers l'argent scintillant. Véronica essaya 3 portes en plus de la leur, faisant le tour de l'anneau de pierre, en se demandant quelle créature pouvait même et bien exister derrière les entrées plus petites, plus grandes et aux formes étranges. Chaque porte, cependant, ne bougea pas d'un pouce lorsqu'elle poussa dessus, suggérant un voyage à sens unique et ne laissant à Véronica que peu d'options, à l'exception d'une seule, se jeter dans le vide. Navarro fit ce choix pour elle, l'homme ouvrant brusquement l'entrée humaine avec une rage désemparée. Véronica le vit depuis l'autre côté du niveau et sauta, posant sa main sur le rebord et basculant par-dessus dans une manœuvre que son ancien professeur de gym aurait été fier de voir. Elle chuta, ravalant un cri, et rebondit sur la zone d'atterrissage en douceur à la base de la tour. La sortie était évidente, une arche béante et lumineuse où, à cet instant, suintait une boule végétale ocre. Pas une amie que Véronica avait envie de se faire. Au lieu de ça, elle repéra des alcôves sombres, éparpillées autour de la tour, et piqua un sprint vers l'une d'elles. Au-dessus, elle entendit Navarro crier son nom. Véronica faillit rire, une peur nerveuse perçant face à la situation bien pire de Navarro. L'homme allait se faire repérer, anéantir, et peut-être détourner l'attention d'elle. Faire gagner du temps à Véronica pour... Qu'était cet endroit? Des ombres rampantes, plus profondes ici et là, où d'étranges amoncellements donnaient l'impression d'un accumulateur compulsif. Les yeux de Véronica s'adaptèrent, distinguant des détails qui avaient encore moins de sens que les ombres auparavant. Des conteneurs cubiques se mêlaient à des orbes et à des excroissances tentaculaires et cassantes. Sur sa droite, alors que les pierres sombres s'enroulaient en un corridor circulaire. Un râtelier de fioles, chacune aussi grande que son avant-bras, reposait contre le mur. Il ne semblait pas y avoir de mur opposé, juste un sol de pierre se prolongeant à l'infini. Véronica se décala sur sa gauche, le mur solide dans son dos, et s'accroupit par terre. Elle compta plusieurs minutes au rythme de sa respiration, ses mains serrées autour d'elle. Quand Navarro n'apparut pas, quand aucun autre extraterrestre ou pire ne surgit pour la détruire, Véronica se permit de se détendre. Elle fit le point sur son état et constata que le bosquet avait bien opéré sa magie. Elle n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, mais l'épuisement et le rhume persistant qu'elle essayait de soigner avaient tous deux disparu. Véronica n'avait pas dîné, mais cette envie s'était aussi dissipée, tout comme le besoin d'eau pour sa gorge qui la grattait. Elle secoua la tête face à rien, face à la différence incroyable que cela aurait pu faire chez elle. Pas étonnant que son père ait été si obsédé par cet endroit. Plus de besoin, plus de conflit. Cette pensée la fit froncer les sourcils. Si le bosquet avait un tel pouvoir, alors pourquoi le jardinier ne l'avait-il pas apporté partout? Le lycée lui offrit une réponse, une dont elle avait assez souvent plaisanté avec ses amis à propos des choses mystérieuses et inexplicables que faisaient les adolescents. La logique ne s'appliquait tout simplement pas à certaines choses. Il valait donc mieux
se concentrer sur ce que Véronica pouvait faire, sur ce qu'elle pouvait influencer. Elle était là pour retrouver son père, et une fois qu'elle l'aurait fait, ils pourraient se concentrer ensemble sur la prochaine étape, rentrer à la maison et amener une armée pour s'emparer de cet endroit pour l'humanité. Voilà une cause en laquelle elle pouvait croire, une cause qu'elle pouvait se murmurer à elle-même, tandis que Véronica se relevait et marchait dans l'obscurité. Chapitre 23. Contingence. Eve n'a pas menti. Elle a de tout déballé sur la banquette arrière de la voiture pendant que Mayra conduisait, Ezra surprenant ses légers hochements de tête qui venaient confirmer ses propres convictions. La ratisseuse n'a rien retenu, son récit comblant les vides dans des dossiers qu'Ezra connaissait mieux que sa propre vie. Les ratisseurs opéraient depuis des siècles, guidant l'humanité de manière à la fois brutale et subtile. Ce n'était pas surprenant. Leurs agissements avaient donc été remarqués, dissimulés derrière des groupes comme les Illuminati, les Templiers et tout autre bouc émissaire opportun. Un voile, a dit Ève, que les ratisseurs n'étaient que trop heureux d'utiliser. Il est plus facile d'être une légende qu'une ombre, avait-elle dit alors que Mayra s'engageait sur l'autoroute en direction du nord, où une information intéressante était passée sur les scanners de police de la voiture. Un camion volé, suivi d'un accident et de tirs dans un entrepôt portuaire. Une simple coïncidence, si ce n'est le timing et la description des auteurs. Un homme et une femme, tous deux approchant la quarantaine. Ève avait dit que ses amis viendraient la chercher, et les voilà. L'endroit n'était pas tout à fait le bon, mais la tentative, elle, était ponctuelle. Si les flics du coin qui intervenaient y pouvaient limiter le nombre de victimes, ce serait tant mieux. La question que je me pose, a demandé Ezra dans le silence, c'est ce qui va se passer lorsque nous entrerons dans votre bosquet. D'après ce que vous dites, cet extraterrestre aime le secret. Il aime jouer selon ses propres règles. Nous savons déjà ce qu'il fera, a répondu Ève, le regard fixé droit devant elle, à travers le pare-brise. Elle n'avait pas montré la moindre once de panique pendant tout ce temps, à peine un peu de frustration, comme si elle s'était résignée à son sort. Ezra avait déjà vu ça aussi, ce choc qui submerge quelqu'un quand il réalise à quel point il est foutu. Le jardinier va effacer la terre, ou au moins, nous. Il a peur d'un peu de compétition, a demandé Mayra. Nous ne sommes pas de la compétition, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on est? Nous jouons à son jeu, et maintenant, nous enfreignons les règles. Fad a roulé sur sa droite, plongeant du conteneur pour atterrir sur le gangster de Navarro qui le cherchait au mauvais endroit. Ses genoux ont heurté les épaules de l'homme, le projetant au sol dans un bruit sourd et humide. Le choc a secoué la carcasse de Fade alors qu'il se laissait tomber du corps, se hâtant de saisir l'arme de l'homme. Au moment où il a beau trouver la crosse et a arraché l'arme des mains inertes, un faisceau de lampe de poche a percé la lueur du soir finissant. Fad s'est accroupi en son centre, tel un chat pris sur le fait. Des armes se sont levées, l'ont visé, et des mains ont glissé sur des détentes. Les options ont défilé dans son esprit, et Fade a choisi la seule qui avait un sens. Le porc a disparu dans un clignement de paupières. Son béton sombre et humide, remplacé par la pierre blanche et la lumière crémeuse et éthérée de la tour du bosquet. L'anneau s'est réchauffé au doigt de Fade, tandis qu'il jetait sur le côté l'arme capturée et s'examinait. Un peu endolori, quelques éraflures au poing, mais sinon bien vivant. Un lâche sauf. Fad a lâché un juron dans la pièce, sa logique s'emballant, frénétique, lui répétant que Talia ne se ferait pas descendre, du moins, pas tout de suite. Navarro ou, peut-être, Pline devrait donner cet ordre, et aucun des deux n'était sur les docks. Eve et son insigne n'y étaient pas non plus, donc si le groupe avait fait le saut jusqu'ici, alors Fade pourrait les trouver en premier et...
Arrête de penser et bouge. Pourtant, Fade n'a réussi à faire qu'un pas avant d'hésiter, remarquant des marques qui détonnaient sur la pierre habituellement immaculée. Des éclaboussures sanglantes, des traces sales, qui commençaient donc déjà à disparaître alors que le bosquet se nettoyait de lui-même. La preuve qu'il y avait eu des corps, ce qui correspondait à la théorie de l'intrus. Mais du sang, cette alliance fragile s'était-elle déjà effondrée? Avec l'ode dans les parages, ce n'était peut-être pas surprenant. Le rire qui accompagnait cette pensée est mort dans l'œuf. Le cow-boy tueur était de retour dans le bosquet, et Jaycee aussi. Elle a rebondi. La surface spongieuse, d'un jaune ocre et froide au toucher, s'est affaissée sous le poids de Jaycee et l'a projetée en l'air. Elle s'est débattue, agitant les bras, alors que l'air raréfié la laissait s'élever plus haut que les paniers de basket sur lesquels elle avait autrefois rêvé de dunker. Les yeux écarquillés de Jaycee ont embrassé un paysage disparate, ces zones spongieuses étant parsemées de monticules turquoises s'étendant sous un ciel orange brûlé. Alors qu'elle commençait à retomber, Jaycee a repéré le Zinwi qu'elle avait suivi jusqu'ici, le voyant quitter la zone spongieuse d'un pas mesuré pour se diriger droit vers l'un des monticules. La forme de bonbon gélifié s'est repliée autour de la créature massive, l'avalant entièrement et la faisant disparaître. Le monticule a regonflé, apparemment inchangé. Toute interrogation à ce sujet s'est évanouie lorsque Jaycee a de nouveau heurté la surface spongieuse, son corps s'y enfonçant. Des réflexes affûtés par des excursions occasionnelles dans des parcs de trampolines se sont déclenchés et Jaycee a roulé alors que l'éponge la repoussait, dégringolant sur le côté. Une humidité froide a recouvert son flanc et Jaycee a remarqué, tout en rebondissant, que l'éponge sécrétait une substance semblable à du nectar à chaque impact, alors que sa roulade maladroite l'amenait au bord de la zone spongieuse. Ses bras et ses jambes étaient recouverts de cette substance. Gênant, mais ce qui était plus important, plus incroyable, c'est qu'elle n'était pas morte. Elle pouvait respirer. Son corps ne s'effondrait pas sous une forte gravité ou une exposition à des éléments si différents de ceux de la Terre qu'ils auraient dû être instantanément fatals. Les cours de science et de nombreux mauvais films avaient appris à Jaycee que les visites sur des planètes lointaines ou dans d'autres dimensions avaient vite tendance à se solder par une mort atroce, et pourtant, elle était là. Un peu dégoûtante, certes, mais sinon bien vivante. « Va te faire voir, Lod », marmonna Jaycee, sa propre voix lui parvenant avec un écho, comme si elle se trouvait dans un cours de squash. Bizarre, mais marrant, un peu. Cela faisait un moment que la propre voix de Jaycee ne l'avait pas amusée, mais elle se leva et se mit tout de même à jacasser toute seule. Des frissons d'excitation lui parcoururent sur les doigts et les orteils, le vertige de l'évasion se mêlant à la question grandissante de ce qu'elle allait bien pouvoir faire, ici et maintenant. Trouver ce Zinwi était la réponse évidente, puis le convaincre, d'une manière ou d'une autre, de ramener Jaycee au bosquet, où Lod l'attendrait. « Ok, réfléchissons autrement », se dit Jaycee en se dirigeant vers le monticule. Le sol au-delà de l'éponge, heureusement, ne rebondissait pas. De la couleur d'une pêche mûre et avec une texture similaire. Jaycee se pencha et passa la main sur la surface caoutchouteuse et légèrement duveteuse pour confirmer. Le sol encaissait ses pas sans se déformer radicalement. Des rochers irréguliers gisaient en amas çà et là, caressés par une brise tiède et constante. Le lieu n'était donc pas si extraterrestre au point d'être incompréhensible. Carbone, azote, fer, thermodynamique et autres lois physiques. Les briques élémentaires de l'univers étaient liées là. Un cadre familier et réconfortant. Les choses n'étaient pas si différentes de chez elle. Et peut-être que ce ratisseur Zinwi
n'était pas si différent non plus. Jaycee aurait eu besoin de son badge pour rentrer chez elle. Peut-être qu'elle n'aurait pas besoin de le voler. Peut-être que Jaycee pourrait se faire un ami, et peut-être que Lod se retrouverait empalé sur la corne de ce Zinwi. Une pensée joyeuse qui porta Jaycee jusqu'à ce qu'elle atteigne le monticule géant. S'élevant à ce qui devait correspondre à au moins 4 ou 5 étages, et aussi large qu'une maison, le monticule offrait une surface tachetée et aucun indice sur son fonctionnement. « Dois-je te toucher ?» demanda Jaycee à la forme, avant de tendre la main et de l'effleurer du bout des doigts. Rien, dur et inflexible, comme si elle appuyait contre une plaque de plâtre. Jaycee fronça les sourcils, repensant au moment frénétique après son premier rebond. Le Zinwi avait simplement avancé droit devant lui et avait été englouti par le monticule. Pas de mots de passe alambiqués, de danse ou de dispositif, juste de la marche. Grimaçant, bien consciente de la couche collante sur ses jambes, sa poitrine et ses bras, Jaycee fonça droit dans le monticule. Ses bras le heurtèrent en premier, et Jaycee se figea. De minuscules flagelles frémirent à la surface du monticule, au contact du fluide collant, des vrilles aussi fines que ses cheveux, et se tortillant. Ils s'agrippèrent à Jaycee, se contorsionnant contre le nectar. Une traction subtile accompagna la sensation, le monticule lui-même se ramollissant, tandis que sa carapace se fendait en une myriade de points pour libérer les flagelles. « Tellement dégoûtant !» dit Jaycee, avant de prendre une grande inspiration et de se pousser en avant. Le monticule, avide, l'avala tout entière. Talia avait, au fil des ans, assemblé tout un éventail de malfrats. Cette gamme, allant des crétins incapables à peine bons qu'à imposer leur sale gueule au monde jusqu'aux stratèges futés, supervisant leurs armées de sous-fifres, n'eut aucun mal à rattraper les hommes de Navarro alors qu'ils la ramenaient près du semi-remorque en ruine et de l'entrepôt endommagé. Leurs airs déconcertés et leurs regards fuyants parcouraient dans le groupe, presque universellement vêtus de jeans et de larges vestes de sport. Rien que cette tenue classait ce groupe comme l'équipe de second rang de Navarro, compte tenu du penchant de l'homme pour les costumes et les voitures de luxe. « Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» lança Talia, dans le grondement de murmures. L'hydre sentait autour d'elle, en quête de la moindre directive. « On va retrouver ton pote, » dit l'un d'eux, un type costaud et dégarni de la côte Est, qui s'agrippait à son pistolet dégainé comme à une bouée de sauvetage. « On va le plomber. Je pense pas que Navarro apprécierait. »« Le boss est pas là, » dit un autre, un vrai cadeau pour un buraliste, qui, justement, s'en allumait une nouvelle à cet instant. « De toute façon, il aime qu'on prenne des initiatives, » ajouta le premier. « Ça lui évite de se salir les mains. »« J'ai du mal à le croire, » dit Talia. « Qu'un seul d'entre vous puisse prendre une initiative, je veux dire. »« Continue de l'ouvrir, » dit le fumeur, en soufflant une bouffée de fumée au visage de Talia. « On pourrait bien te jeter dans la baie pour voir comment tu nages. » « Je vous en prie. Bien sûr, elle devrait prendre des douches pendant quelques jours, mais Talia se voyait déjà regagner sa liberté à la nage sur le dos sans problème dans ces eaux glaciales. Son bluff ayant été percé à jour, cependant, les gangsters de Navarro retournèrent à leur regard maussade, perdant de précieuses secondes, jusqu'à ce qu'un autre homme, haletant, se fraye un chemin dans le groupe. « Il est parti !» dit le type dégingandé. « Il est tombé pile sur Davy, puis il a disparu. Je l'avais à ma merci, mais après, il était plus là. »« Il n'était plus là, » corrigea le fumeur. « La ferme, encore des regards qui s'échangent. »« Il est parti, » dit Talia. « Au même endroit où votre patron est allé. J'imagine qu'ils sont en train d'avoir une conversation sympa en ce moment même. »« Comment on peut vous faire confiance ?» demanda le dégarni. « Vous êtes l'ennemi. Vous n'êtes pas obligé. Continuez à chercher. Vous ne le trouverez pas.
Pendant ce temps, on va tous avoir faim, être à court de cigarettes et perdre notre temps. » Comme si Talia venait de pousser la nuit d'une falaise, le calcul changea autour d'elle. Les malfrats sortirent en clignant des yeux de leur torpeur post-fusillade et évaluèrent le reste du désastre. Un entrepôt à réparer, un camion à dégager, des explications à fournir pour tout ça. Paperasse, entrepreneur, nettoyage. Aussi ennuyeux que soient ces problèmes, c'était le genre que l'équipe de base de Navarro pouvait résoudre, et ils s'y attelèrent avec l'enthousiasme de crétins ayant reçu des ordres clairs. « Tu viens avec moi, » dit le fumeur, poussant Talia le long de l'asphalte humide vers l'entrée du chantier naval. « On va passer un peu de temps ensemble, attendre que le patron revienne et voie comment il veut s'occuper de toi. Toi et moi, ensemble, je suis aux anges. » Le fumeur eut un rire rauque. « Au moins, t'es pas chiante. Je déteste jouer les babysitters pour des idiots. »« Ça doit être une vie difficile pour toi, alors. » L'agitation derrière eux accompagna leur courte marche vers l'entrée, où la guérite cassée et sa barrière gisaient en ruine. En y regardant de plus près, Talia ne put qu'admirer la puissance brute du camion, une chose à considérer pour de futures missions où un bélier pourrait être nécessaire. En l'état, elle marcha sur les débris en notant que le fumeur semblait l'escorter seul. Une mauvaise idée, surtout alors qu'ils approchaient de la rue calme, déserte à mesure que l'horloge avançait dans les premières heures du matin. Repérant une occasion dans un morceau de portail brisé devant elle, Talia laissa sa cheville droite se dérober. Le fumeur toussa alors que Talia semblait tomber, son propre pistolet ne se mettant pas en position de tir. Il ne la soupçonnait que d'avoir trébuché, et rien de plus. Talia perçut sa naïveté, tendit la main gauche pour attraper le bras du fumeur, comme pour se stabiliser. Le fumeur toussa de nouveau au moment où Talia trouva une prise, une toux qui se transforma en juron, lorsque la cheville, prétendument foulée de Talia, trouva l'appui qu'elle n'avait jamais perdu. Talia projeta le fumeur au sol, une chute brutale qui a dû couper le souffle au gangster et à ses poumons empoisonnés. Talia se pencha, arracha le pistolet de la main gauche du fumeur et se figea tandis que des sirènes, des phares éblouissants et des cris d'autorité interrompèrent la scène. Les plans de secours étaient ennuyeux, mais ils garantissaient la survie. Navarro superposait les plans les uns sur les autres, chacun prêt à se déclencher au moment voulu, si le hasard, tel une balle perdue, un flic de passage ou un informateur menteur, exigeait d'un ajustement. Bien sûr, cela signifiait que Navarro passait plus de nuits penché sur ses plans plutôt que de claquer son argent dans les clubs, ou de se délecter des mêmes drogues dont il faisait le trafic, mais il préférait de loin le sommeil profond qui s'ensuivait. Navarro n'avait aucun plan de secours pour ça. Ce n'était pas un choc, cette funeste prise de conscience qui le frappa alors qu'il se relevait du sol de pierre blanche et notait l'absence de ses deux conspirateurs. Les conversations avec Véronica et Lod avaient été rapides, et il avait fait le choix délibéré, toujours un choix délibéré, de prendre le risque, de faire confiance à la soif de vengeance de Lod et à l'envie de Véronica de retrouver son père. Ces deux ficelles, Navarro aurait dû être capable de les tirer, des laisses pour garder le duo en ligne jusqu'à ce qu'une porte plus permanente vers le Grove puisse être ouverte. Et maintenant, le voilà, poussant la porte en bois pour entrer dans une tour surnaturelle. Navarro passa la main sur sa mâchoire, en balayant du regard le niveau en forme d'anneau, dont le mur à hauteur de taille plongeait dans un abîme. Une ecchymose aurait déjà dû se former, un os endolori là où le cow-boy l'avait frappé. Au lieu de cela, Navarro n'avait même pas mal à la tête. Un sourire à cette pensée. Lod n'avait pas menti. Le Grove était vraiment un lieu de miracle. Maintenant, Navarro devait juste rentrer chez lui et, ce faisant, ouvrir une voie qui pourrait être suivie.
Les portes disséminées sur le pourtour du niveau n'aidaient pas beaucoup. Leur taille variait, de trop petite pour que Navarro puisse passer sans s'accroupir, à plus du double d'un encadrement standard, suggéré anti leur fonction. Lod n'avait-il pas dit que le Grove servait de nexus à toutes sortes de créatures venues de bien au-delà de la Terre? Elles auraient alors besoin de portes comme celle-ci, et un sifflement fit pivoter Navarro vers le centre de la tour, où une silhouette floue passa en coup de vent. Navarro s'approcha de la rambarde, regarda par-dessus et vit une masse gris bleuâtre interrompre sa chute mortelle pour atterrir en douceur. Des membres émergèrent et se posèrent, la créature s'éloignant d'un mouvement onduleux du rez-de-chaussée de la tour, vivante d'une manière ou d'une autre. La sortie, donc, murmura Navarro pour lui-même, soulagé de constater que sa voix fonctionnait assez bien, ici. Le son, l'oxygène, tous les éléments nécessaires à la vie telle que Navarro la connaissait, semblaient être présents. Une liste de contrôles se remplit à la satisfaction de Navarro. Ses inquiétudes concernant des équipements comme les masques à gaz, les bouteilles d'oxygène, les combinaisons pressurisées, s'évanouissant. Une invasion de ce monde extraterrestre, si ce que Navarro ressentait maintenant s'avérait exact, serait plus facile que de braquer une banque ou de détourner la cargaison d'un rival. Ces hommes pourraient pas simplement déferler, quasiment invincibles, et abattre tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Et si le propriétaire du Grove s'avérait moins sensible à la force, alors Navarro pourrait toujours conclure un marché. Les humains étaient comme des cafards, après tout, et sans l'aide de Navarro, ils finiraient simplement par envahir cet endroit. Non, arrête. Navarro secoua la tête, plissant les yeux en direction de la plateforme d'atterrissage en contrebas. S'emballer était un défaut de ses rivaux, pas le sien. Chaque chose en son temps. Sécuriser un passage pour ses hommes de main. Ensuite, Navarro pourrait ouvrir les négociations en position de force. À cette fin, Navarro prit un autre risque. Il enjamba la rambarde et se laissa tomber. Navarro garda les pieds de vers le bas, s'imaginant qu'un atterrissage brutal pourrait lui coûter quelques jambes cassées, des blessures qui guériraient en quelques minutes, une heure, ni l'un ni l'autre, car à peine son estomac lui était-il remonté dans la gorge qu'il ralentit, comme saisi par une main bienveillante, et atterrit en douceur sur le sol. Cette fois, il ne put retenir son large sourire. Il le garda jusqu'à ce qu'il quitte la plateforme, aperçoive la sortie évidente et la créature qui y attendait. Le même monstre qui avait attiré Navarro vers la chute. Ses 8 ou 9 membres jaillissaient de plusieurs masses centrales duveteuses, presque comme un diagramme d'électrons tiré des vagues souvenirs de chimie de Navarro au lycée, sauf que ses membres se terminaient tous par des mains à 3 doigts. Au moment où Navarro vit la créature, celle-ci le vit aussi. Bien que Navarro ne pût distinguer aucun œil, ses boules centrales tournaient indépendamment des membres, comme si les appendices en forme de vrille glissaient sur une surface duveteuse d'un bleu terne. « Bonjour » lança Navarro. La créature ne répondit pas, mais le silence de la tour fut rompu par un murmure tremblant. Un courant sous les pieds d'eau de Navarro le fit baisser les yeux, ne voyant rien d'autre que d'autres pierres de blanche. Pourtant, le grondement avait une direction qui menait droit à la créature. Ses membres oscillèrent au rythme de la vibration, puis se déployèrent, se déroulant de leur enchevêtrement pour former une cage tentaculaire, semblable à une araignée. La créature occupait maintenant toute la sortie. Puis, elle s'élança, plaçant ses 3 boules au-dessus de la tête de Navarro, ses membres l'entourant de toutes parts. Navarro se contorsionna, aperçut une ombre sombre et informe derrière la zone d'atterrissage. Une vague peur le saisit, et Navarro commença à parler, à faire ce qu'il faisait toujours, chercher un plan de secours. Les mots, cependant, ne quittèrent pas sa bouche, car l'un de ses membres la recouvrit. Les 3 doigts
s'enfoncèrent dans le visage de Navarro et l'auraient d'eux repoussé si un autre membre ne lui avait pas saisi la nuque par derrière. Un troisième lui faucha les jambes, l'envoyant au sol. D'autres doigts balis, bleus, ridés et duveteux, le pressèrent de toutes parts, serrant, tordant, broyant. De toutes les heures de la journée, c'est dans la fraîcheur obscure d'1 heure du matin que le café était le meilleur. Du moins, c'est ce que se disait Ezra en sirotant son café fumant, que venait de lui livrer un coursier perplexe. Mayra lui avait donné un pourboire assez généreux pour que l'homme ignore les gyrophares, les insignes de police et les malfrats menottés qu'on embarquait pour, entre autres, port d'un arsenal d'armes illégales. Le fait qu'il prétendait travailler pour Navarro ne semblait pas beaucoup impressionner les flics du coin. Alors, Ezra avait bon espoir qu'il ne reverrait pas la rue de sitôt. La question de savoir si Ève et son apparente amie Talia, toutes deux leur café à la main, assises sur le rebord du trottoir, finiraient elles aussi dans une cellule, restait en suspens, et c'était loin d'être la plus urgente. Les insignes ont disparu, se surprit à répéter Ezra aux deux femmes, tandis que Mayra, un peu plus loin, gérait la logistique avec les policiers. Ève et Talia fixaient dans leurs gobelets de café serrés dans leurs mains, le regard vide. Ce qui veut dire que, si je vous comprends bien, les seules portes que nous pouvons ouvrir sont fermées. Ève hocha la tête. Talia soupira. Ce qui veut dire qu'on est coincé, à attendre que l'un de ces trois-là, ou votre ami Fade, revienne. Un autre hochement de tête. Un autre soupir. Ezra s'accroupit devant elle, passant sa cravate par-dessus son épaule pour éviter qu'elle ne trempe sur le bas-côté humide de la route. Pour un être d'une intelligence incroyable, le système me semble peu fiable, de petites clés, faciles à perdre, et pas de solution de secours. Le jardinier est la solution de secours, répondit Ève. Je ne l'ai pas vu ici, mais si les ratisseurs d'une planète flanchent, le jardinier intervient et en désigne de nouveaux. Il crée de nouveaux insignes. Et pour secourir les anciens? Je ne sais pas, les ratisseurs peuvent que mourir. Perdre les insignes et rester en vie, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ça ne m'aide pas. Elle vous dit ce qu'elle sait, intervint Talia pendant qu'Ève se réconfortait avec son café. Désolé si ça ne rentre pas dans vos petites cases bien propres. Je n'ai pas besoin de perfection, j'ai besoin de prévisibilité. J'ai besoin d'options, d'idées, de plans potentiels. Ezra se redressa, son téléphone lui semblant déjà lourd dans sa poche. Il n'y a pas que nous trois dans la rue, ici. Sur la côte Est, certaines personnes vont bientôt se réveiller. Elles exigeront des réponses. Si je ne peux pas leur en donner, elles emprunteront une autre voie. Et elles feront quoi? Elles lèveront le poing vers le ciel? Talia éclata de rire. Vous ne pouvez pas simplement vous rendre au bosquet, agent. Comment vous appelez-vous déjà? Appelez-moi Ezra. Ezra. C'est comme l'Atlantide, ou l'Élysée, tous ces endroits dont vous avez entendu parler dans les mythes et les légendes. Peu importe le nombre de flingues que vous avez, que vos chars et vos avions de chasse soient prêts à décoller. Ils n'auront nulle part où aller et rien sur quoi tirer. Ça, c'est un problème pour vous. Moi, elle aussi, parce qu'ils n'accepteront pas cette réponse, pas sans vous avoir pressé jusqu'à la dernière goutte. Ezra pointa son café en direction d'Ève. Si vous ne dites pas la vérité, et je pense que vous la dites, ils le découvriront. Même s'ils n'obtiennent rien de nouveau, vous pourriez ne pas vous en sortir indemne. Je croyais que la torture ne faisait pas partie de vos méthodes, demanda Talia. Pour un dealer de rubus ou un type qui prépare un braquage, non. Mais là, ça dépasse toutes les conventions, toutes les lois internationales. Votre amie ici a déclenché une peur mondiale. Elle a annoncé l'existence d'une créature 1 million de fois plus puissante que tout ce que la Terre a dans sa manche. Si c'était une bande dessinée,
Je dirais qu'il est temps d'appeler les Avengers ou Superman, mais tout ce qu'on a, c'est quelques agences spéciaux et des bombes nucléaires. Alors aidez-moi, aidez-vous vous-même, donnez-moi une porte de sortie, un moyen d'éviter que ça n'empire. Ève posa son café, joignit les mains et lança à Ezra un regard las. « Vous voulez ma meilleure hypothèse? Le jardinier va retrouver ces trois-là. Il va trouver Lod, Navarro et Veronica. Il va réaliser que la terre a été brisée et il va faire ce qu'il a fait tant de fois auparavant. Le froid le saisit avant même les mots d'Ève, un froid d'autant plus terrible qu'Ezra ne pouvait absolument rien y faire. Le jardinier ne tolère pas les erreurs. Il ne risquera pas que les humains déviennent du chemin qu'il a choisi. Il préférera nous voir éradiqués, oblitérés. Nous avons échoué, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il nous donne une autre chance. Mais vous n'y croyez pas. Si vous aviez une infinité d'opportunités, risqueriez-vous de laisser une seule d'entre elles tout gâcher? Chapitre 24. Problèmes extraterrestres. Lod devait reconnaître le cran de la fille. Se jeter du bosquet vers une mort certaine sur un monde extraterrestre était assurément un choix. Pas très malin, mais bon, JC avait choisi son propre destin. Peu de gens pouvaient en dire autant. La plupart des créatures qui se tenaient mont dans le dos de Lod ne pourraient pas non plus en dire autant, alors que le cercle de métal ralentissait et que son portail se dissipait. Lod sentait leurs regards, certains par la démangeaison que provoque un œil qui vous observe, et d'autres par des moyens plus physiques. Des intrusions psychiques, semblables à des maux de tête violents, émanaient de certains, tandis que d'autres provoquaient des frissons parcourant l'échine et une vague nausée. Les espèces de l'univers interagissaient souvent de manière hostile avec le corps humain, ce que Lod avait tendance à neutraliser d'un simple regard bourru. Il le déploya sur-le-champ, pivotant sur son pied gauche pour planter son visage dur dans cette audience de fortune. Les ratisseurs respectaient un certain code tacite, une distance de sécurité générale, malgré les mécanismes du bosquet qui abolissaient les barrières de la langue. Divulguer des secrets qui pourraient dévier son espèce de la voie, tracée par le jardinier, représentait un risque bien trop grand. Mieux valait limiter les interactions au minimum et parier plutôt sur un rassemblement mutuel dans la lointaine terre promise. Et pourtant, Lod sentait bien qu'il était tombé tout en bas de l'échelle de la popularité. Il ne fallait pas être un détective pour en imputer la raison à la cruauté qui était la marque de fabrique de Lod depuis de nombreuses années. Les ratisseurs se voyaient comme des sortes de héros, et pourchasser une fille vers un monde extraterrestre n'entrait pas vraiment dans cette catégorie. « Une fille, ou ma planète », annonça Lod à ceux qui regardaient encore. Une troupe hétéroclite de plantes, de tentacules, de blobs flottants et de créatures insectoïdes aux multiples yeux. À ma place, n'importe lequel d'entre vous, maudit xénomorphe, ferait la même chose. « Pas moi, espèce de connard », rétorqua une voix fraîche et humaine. Les bestioles extraterrestres s'écartèrent pour laisser passer l'orateur, un cadeau tout emballé que Lod n'aurait plus qu'à déchiqueter. « Où as-tu envoyé ma fille » Faden Vance, sa cible passée et future, se tenait sur le carrelage blanc de la cour, tel un chevalier rebelle et miteux. Une veste ample, un jean et des baskets se mariaient à sa barbe de 3 jours et à ses cheveux en bataille, complétant son image de James Dean à moitié ratée. Voilà l'homme qui avait pratiquement jeté Lod par-dessus bord, qui avait commis le péché capital d'ouvrir les yeux de l'humanité sur le bosquet. « Aucune idée, » répondit Lod, gardant les mains ballantes le long du corps. Le flingue était là, mais dans le bosquet, seule une balle en pleine tête ferait l'affaire. Mieux valait y aller doucement. Elle a sauté. Un autre ratisseur a choisi la destination. « Qu'est-ce que tu veux dire ?
qu'elle pourrait être n'importe où. Oh, elle est forcément quelque part, probablement en train de se tortiller pendant que son oxygène s'épuise. Sale façon de mourir. Lod esquissa un large sourire et commença à avancer vers Fade. Cela dit, je pense que ta fin à toi sera beaucoup plus douloureuse. C'est pas contre les règles de combattre un ratisseur? En posant la question, Fade recula sa jambe droite, se mettant dans une garde décontractée de combattant. Une bagarre à main nue. C'était ça que ce type croyait qu'il allait se passer? Tu n'es plus un ratisseur, Fade. Tu n'es qu'une erreur que je m'apprête à corriger. Lod décala son épaule, donnant l'impression de préparer un direct du droit, pour finalement abandonner la feinte et dégainer son pistolet. Les yeux de Fade s'écarquillèrent. Ce salaud savait que les quelques lacmètres qui les séparaient n'étaient pas suffisants pour une esquive. Le cow-boy leva son arme, le doigt déjà en train d'appuyer sur la détente, quand le satané flingue lui fut arraché des mains. La main bleutée à 3 pouces qui l'avait fait voler s'abattit ensuite sur Lod, le projetant au sol. Appuyant sur le torse de Lod, la main de l'extraterrestre fit glisser le cow-boy sur le sol jusqu'à ce que ses épaules heurtent celles d'un Fade immobilisé de la même manière. 3 orbes poilus flottaient au-dessus de leur tête, des membres enchevêtrés partant de chacune d'elles. « Bien, » dit la créature, sa voix comme un vent murmurant qui balaya les cheveux de Lod, le faisant presque éternuer. « Le jardinier vient de me faire manger l'un des vôtres, et je dois dire que c'était plutôt répugnant. Je tiens à éviter que cela ne se reproduise. Alors, laisse-moi le tuer, et tes problèmes seront résolus, » dit Lod, les mots difficiles à la sortir à cause de la pression. « Ce type invite notre espèce dans le bosquet. Ils vont débouler comme de la vermine d'ici quelques heures. »« Lod ment, » répliqua Fade. « C'est lui qui a amené ce type ici, et il leur donne des badges. C'est lui qui doit y passer. »« 2 idiots d'une espèce qui semble en compter beaucoup, » murmura la créature. « Nous laisserons le jardinier décider. » À ces mots, Lod cessa de se débattre, alors même que Fade continuait de protester à côté de lui. Le cow-boy leva les bras, mit les mains sous sa tête et regarda au-delà des longs membres, vers l'infini crémeux au-dessus de lui. Il connaissait bien ce sentiment, la lueur chaude d'une victoire inéluctable. Le dos de Fade lui indiquait que les dalles du bosquet n'étaient pas confortables, dures, inflexibles. Elles l'obligeaient à prendre de courtes bouffées d'air sous les lourdes choses en forme de pouce de l'extraterrestre. Avec chaque inspiration, Fade tentait de marquer des points, offrant une pléthore d'arguments, expliquant pourquoi l'extraterrestre devrait reculer et le laisser réduire Lod en bouillie. Ces paroles tombèrent dans des oreilles de sourds, et quand l'extraterrestre annonça que le jardinier allait arbitrer ce différend particulier, Fade se tut. Invoquer le maître du domaine ressemblait un peu à frotter une lampe de génie. Étrange, mais facile. Sous le regard de nombreuses créatures bizarres, l'extraterrestre qui les maintenait tous les deux au sol appela le jardinier de sa voix sifflante. Le cri se perdit dans le vide laiteux infini qui servait de foyer au bosquet, entendu par tous, y compris sa cible. Près du portail, une masse argentée se coagula à partir de l'éther, tel un brouillard en formation. Une silhouette vaguement humanoïde, en ce sens qu'elle avait 2 bras, 2 jambes et ce qui semblait être une tête, en émergea. La première fois, Fade s'était demandé si le jardinier n'était pas une ramification lointaine de l'humanité, avec toutes les implications que cela pouvait avoir pour la société humaine sur Terre. Avaient-ils été implantés par leur cousin hyper évolué dans le cadre d'une sorte d'expérience, un rebut solitaire qui aurait d'une manière ou d'une autre perdu la mémoire? Cette idée s'était évanouie lorsque le jardinier avait révélé qu'il prenait simplement la forme la plus adaptée à la situation, ce qui signifiait, généralement, adopter l'apparence de son auditoire.
Fad regarda le jardinier s'approcher en flottant. Ses jambes ne marchaient absolument pas, la créature se déplaçant davantage comme un fantôme de mercure liquide que comme un homme. À son geste, l'extraterrestre retira ses pouces immobilisateurs, laissant Fade reprendre une vraie bouffée d'air. Il se releva ensuite, faisant face au jardinier aux côtés de l'Ode. Derrière et à côté de la chose insondable, le portail s'anima dans un tourbillon. Il se mit à tourner vers une destination familière, la Terre et l'allée banale de Fad. « Vous avez échoué. Encore une fois. » Le jardinier parlait avec des mots saccadés, comme filtrés par une vieille émission de radio. Fad ne savait pas exactement à qui il s'adressait. Lui et l'Ode restèrent silencieux, tandis que le jardinier inclinait son être flottant vers le portail. L'humanité continue d'être une source d'irritation. Ses membres sont frustrants, illogiques et colériques. Ils vont là où ils ne devraient m'embier pas et trouvent des excuses quand on les prend la main dans le sac. Ils supplient pour... « Pardon, dit Fade. J'essaie de comprendre à qui vous parlez là. À moi ou à ce connard ?» L'Ode eut un petit rire, le cow-boy affichant un sourire bien trop large pour la situation, à moins que l'Ode ne sache quelque chose que Fade ignorait. « À vous deux, vous avez eu chacun vos opportunités, tout comme Eve et vos confrères ratisseurs. Aucun n'a réussi, et ma patience est à bout. » Le sourire de l'Ode s'effaça, ses yeux sombres se changeant en un regard dur sous le ridicule chapeau à large bord de l'homme. Je ne me débarrasse pas à la légère des civilisations intelligentes, mais il est évident que la vôtre est assez intelligente pour être dangereuse, mais trop stupide pour exister parmi les meilleurs. Elle doit être extirpée, supprimée, sa planète confiée à de meilleurs intendants. Quoi ? Fad fit un pas vers le jardinier gris et flottant. C'est tout, quelques petites erreurs et des milliards de gens se font trucider. La décision est prise. Le jardinier tourna son visage sans trait, regardant par-dessus l'épaule de Fad. Préparez-vous, le portail est prêt. Ces derniers mots frappèrent Port Fade comme une brise et un brasier, une migraine et un tremblement. Un ordre qui atteignait toutes ces espèces derrière lui, celles qui communiquaient par le toucher ou la température, par ondes cérébrales ou par le vent. Et ce que le jardinier leur ordonnait de faire était plutôt clair. La détonation ne faisait pas partie de l'ordre. Pas plus que le fait pour Fad de se retrouver, encore une fois, sur les pierres dures du bosquet, avec une sensation chaude et humide qui s'étendait dans son dos. La douleur, sourde mais néanmoins, empreinte de choc, irradiait dans les bras étendus de Fad, ses jambes allongées, ses yeux brouillés. « Voilà, » annonça l'Ode, invisible derrière les talons de Fad. « Je lui ai tiré dessus, le boulot était fait. La fille est partie aussi, et notre pote à longues pattes ici présent a déjà éliminé l'autre, plus qu'un seul ici. Et l'infection sera complètement nettoyée. Vous venez de me donner une autre chance, pas la peine de vous emballer. C'était avant que je ne sois au courant pour vos compagnons, avant que je ne sache que vous tenteriez 2 meurtres ici, dans mon bosquet. » La réponse du jardinier submergea Fade alors qu'il essayait de repousser la douleur. « Vous avez perturbé le bosquet pour la dernière fois. Je n'ai pas œuvré pendant des éons innombrables pour permettre cela. Nous nous efforçons d'atteindre la perfection éternelle, une chose que vous, c'est clair, n'atteindrez jamais. Mieux vaut vous éliminer maintenant que de vous laisser vous attarder et infecter les autres avec votre idiotie. » Le soupir de l'Ode fut assez fort pour que Fad l'entende, tout comme le second coup de feu. Fad tressaillit, vit le jardinier onduler à l'endroit où la balle l'avait traversé. Si cela lui avait causé le moindre dommage, le jardinier ne le montra pas. « L'éradication commence avec lui, » dit le jardinier. « Va te faire foutre, » gronda l'Ode. Fad entendit du mouvement derrière lui le tumulte de corps qui passait à l'action. L'arme de l'Ode tira 1, puis 2 fois de plus. Au-dessus de Fad,
Le jardinier continuait de flotter, imperturbable. Peut-être n'y prêtait-il pas attention. Fad pouvait sentir ses pieds. La balle n'avait pas touché ses jambes. Une chance à saisir, donc. Lod lâcha une autre injure. Fad décida de fuir, se démenant du mieux qu'il pouvait, avec son dos endolori, la blessure par balle pesant comme un poids lourd sur son épaule gauche. De vieux instincts, aiguisés par l'art de la fuite, après des années à choisir les mauvais combats, prirent le dessus. Fad passa en titubant devant le jardinier, trébucha vers le portail, le seul chemin pour rentrer chez lui. Un dernier regard en arrière lui montra ce que le ratisseur laissait derrière lui. Lod, transpercé d'une dizaine d'angles par des armes, des griffes, et pire encore, qui vida toutes les cartouches de son pistolet et, avec une dernière insulte sanglante, se tut. Fad aurait eu pitié d'un homme meilleur. Au lieu de ça, il rentra chez lui. Traverser un monticule extraterrestre évoquait une litanie d'expériences approximatives. Un massage fait avec une brosse à récurer, rouler dans leur jardin à l'herbe sèche, ou se tenir sous la douche quand l'eau chaude venait à manquer. Inutile de dire que la première opinion de JC en émergeant fut que ces créatures rhinocéros devraient démoderniser leurs portes, car c'est ce qu'étaient les monticules duveteux, comme en témoignait le tunnel scintillant où JC se retrouva. Contrairement au paysage plutôt terne de la surface, des rouges et des ors éblouissaient en bas. Les couleurs provenaient de roches étincelantes, des pierres qui ne semblaient rien refléter, mais qui émettaient plutôt ces couleurs en lueurs chaudes et vives. JC plissa les yeux, tandis que ses pieds trouvaient de prise sur le sol lisse de la grotte, ses mains cherchant en vain des points d'ancrage. Trop large pour son envergure. Haut, avec le plafond s'élevant à plus d'1 mètre au-dessus de la tête de JC. Un courant d'air tourbillonnant suggérait des ventilateurs ou quelque autre moyen dont les efforts de circulation s'arrêtaient contre la masse spongieuse derrière elle. Une bouffée d'air lui apporta une odeur d'épices, le parfum amer de l'anis, avec des notes de feu de camp. Un mélange étrange auquel JC se serait peut-être davantage intéressé si ce n'était pour une démangeaison croissante dans ses poumons et une douleur dans sa tête. Elle jeta un regard courroucé vers le monticule, se demandant si l'entrée brutale avait fait plus que révéler à quel point ses vêtements de fast fashion étaient fins. Les autres possibilités, de la simple déshydratation à une mort imminente sur un monde extraterrestre, semblaient terriblement funestes. Quoi qu'il en soit, elle fit le point sur sa seule et unique option. Trouver le ratisseur qu'elle avait suivi jusqu'ici et se faire ramener au Grove. Bien sûr, retourner sur les lieux où se trouvait son assassin potentiel n'était pas la meilleure des idées, mais JC n'était certainement pas prête à passer le reste de sa vie à se terrer dans ces tunnels, aussi frais soit-il. Retourner au Grove en un éclair, surprendre Lod par derrière et lui asséner un enchaînement point-pied. Ou, plus probablement, demander à l'audience de la téléporter chez elle avant que le cow-boy ne se rende compte de son retour. Le plan bourdonna dans son cerveau endolori, tandis que JC s'engageait dans le tunnel, d'une marche qui s'accéléra en petits trot, lorsque le ratisseur Zinwi n'apparut pas juste devant elle. Le passage unique lui posa un problème, à peine 10 secondes plus tard, en se séparant en un trio de galeries. Les options de JC, à gauche, à droite et au centre, ne différaient que par les pierres qui y luisaient. La galerie de gauche avait des pierres bleues et dorées, celle du milieu continuait avec le rouge, et celle de droite virait vers un orange incandescent. JC tendit l'oreille et entendit divers grondements, bruits de pas traînants et réverbérations profondes, qui auraient pu être la voix des Inuits. Ces bourdonnements résonnaient en écho, rendant difficile de déterminer de quel tunnel ils provenaient, forçant JC à choisir en se fiant aux ondes, à l'espoir, à sa couleur préférée. Le bleu,
Son pari se révéla juste, mais pas de la bonne manière. Après une minute de marche rapide, courir aurait été possible dans ces tunnels si larges et plats, mais JC n'arrivait pas à trouver le souffle nécessaire pour un effort si intense. Le passage ne se divisa pas cette fois-ci, mais déboucha sur un vaste espace. Une fin de tunnel, ceinte de pierres bleues, révélait une chambre immense qui s'étendait jusqu'à un magnifique horizon. Des roches scintillantes jonchaient dans le sol partout, avec des bâtiments entièrement sculptés dans les pierres Peshram précieuses, du sol au plafond. JC regarda, médusé, distinguant des portes et des fenêtres, des sentiers et des clôtures, tous façonnés dans différentes roches étincelantes. Des amas verts étaient regroupés comme des plantes en pot, tandis que des saphirs orange et d'autres plus sombres s'imbriquaient en motifs décoratifs. Au milieu de tout cela, des Inuits se déplaçaient lourdement, ressemblant de manière troublante à des humains qui allaient et revenaient du travail, avec des charrettes, des sacs à dos, des sacoches autour de leurs jambes et de leurs bras. Les Inuits allaient et venaient d'un pas lourd, avec un calme déterminé. De plus petits suivaient de plus grands, prouvant que les familles, ici, partageaient dans des similitudes avec la propre espèce de JC. Une musique, ou du moins le martèlement rythmé de pierres aux tonalités différentes, résonnait, fournissant un rythme constant aux conversations grondantes. C'était une ville, un monde, et JC se dit qu'elle ne devrait pas être surprise. Le jardinier voulait des civilisations qui avaient homme et du potentiel. Alors pourquoi les Inuits ne seraient-ils qu'un peuple, à l'âge de pierre, survivant à peine dans les affres de l'âge du bronze? JC aurait pu essayer de situer ce qu'elle voyait dans la chronologie technologique de l'humanité, mais ses genoux heurtant le sol balayèrent donc cette idée. Elle n'avait pas eu l'intention de tomber, mais maintenant qu'elle était à terre, JC se trouva incapable de se relever. Ses jambes étaient devenues si flasques, et ses bras étaient lisses et parcourus de picotements annonciateurs d'un engourdissement imminent. Sa vision, elle aussi, semblait se rétrécir, s'assombrissant sur les bords. « Quoi » dit JC, la gorge irritée et douloureuse, comme si respirer ici lui lacérait les entrailles. Ce qui était peut-être le cas. Bon sang, si la mort approchait, les options de JC allaient se réduire très vite. Pas le temps de chercher le ratisseur spécial, mieux valait trouver n'importe qui, n'importe quoi. Saisir la moindre chance. « À l'aide !» cria JC, le son toujours fort, amplifié par la grotte et ses parois résonnantes. « S'il vous plaît. » Sa tête heurta ensuite les pierres, son corps refusant de se maintenir plus longtemps. Elle s'allongea, essaya de garder la bouche en l'air pour prendre une autre bouffée d'air brûlant et répéter son appel. Inspirer, crier, expirer. Des étapes vraiment simples, qu'elle répéta une fois, 2 fois, puis une 3e. À la 4e, JC était devenu aveugle, n'entendait plus qu'un rugissement assourdissant dans ses oreilles, et ne sentait que le flux de son sang paniqué qui traversait son cœur affolé. Il n'y en eut pas de 5e. La balle piqua en s'extirpant du dos de Fade, tombant dessous sa veste pour cliqueter sur le trottoir, tandis qu'il s'appuyait sur un lampadaire. La foule clairsemée de l'aube ne prit pas la peine de jeter un regard, se disant que quiconque se trouvant en ville à cette heure et ressemblant à Fade méritait d'être évité à tout prix. Un sentiment dont Fade était reconnaissant, car remettre de l'ordre dans ses esprits ne se passait pas bien. Que s'était-il passé dans le Grove? Fade avait descendu ses marches pâles en tant que l'un des sauveurs de l'humanité, des personnes désignées par l'être le plus puissant de l'univers pour maintenir un semblant d'ordre dans ce chaos confus qu'était la Terre. Mais en quelques minutes, un cow-boy minable avait tout gâché, contrarié le jardinier au point qu'il avait ordonné. Quoi? De rayer la Terre de la carte depuis l'orbite. Était-ce ainsi que cette intelligence supérieure procédait? Le téléphone de Fade émit un bip, le signal cellulaire étant rétabli,
et 1 heure de messages affluents. Non pas qu'ils reçoivent grand-chose au milieu de la nuit, mais le nom de Talia apparut plusieurs fois, lui demandant surtout si Fade recevait ses messages et, si c'était le cas, de l'appeler immédiatement. Des propos hyperboliques habituels, et pendant un instant, Fade se demanda si Talia était vraiment la bonne personne à qui parler. Qui appeler quand le monde est sous la menace? Le président des États-Unis? Le secrétaire général de l'ONU? La ligne d'information du FBI? Talia ferait l'affaire. Fade appuya sur le bouton d'appel, regardant la balle ensanglantée près de ses pieds, et porta le téléphone à son oreille, où il resta juste assez longtemps pour que Fade entende Talia prononcer son nom. Puis, Fade et le téléphone furent projetés dans les airs. Il ne vit pas où l'appareil atterrit, mais Fade dérapa sur une bonne distance sur le trottoir. Sa veste amortit les dégâts sur ses bras, son jean sur ses jambes. La joue gauche de Fade, cependant, écopa d'une belle éraflure, du sang frais traçant des sillons chauds, alors que le ratisseur se retournait pour voir quelle voiture avait bien pu monter sur le trottoir pour le percuter. La couleur était bleu-violet, le modèle était monstre extraterrestre, et ce n'était pas fini. La créature, la même qui avait cloué au sol Lod et Fade quelques minutes plus tôt, avança vers lui de sa démarche de pieuvre. Derrière elle, Fade remarqua d'autres formes contre nature apparaître sur le trottoir et la rue. Un cri précoce et le klaxon d'une voiture annoncèrent la catastrophe, tout comme les aboiements spontanés de quelques chiens à proximité, les signaux classiques de l'apocalypse. « C'est moi que tu veux ?» a dit Fade en se redressant pour adopter une garde souple. « Alors, amène-toi. » La bravade et le jargon de films d'action de série B faisaient habituellement des merveilles pour la confiance en soi de Fade, et ce moment ne faisait pas exception. La transition rapide du statut de victime du jardinier à celui de combattant prêt à tout pour sauver son foyer lui avait bien remonté le moral, et Fade en a profité pour esquiver d'un pas de côté le premier coup de poing à 3 pouces. Le membre est passé à toute vitesse et a percuté le trottoir près du pied de Fade, en arrachant un morceau assez gros pour évoquer des images macabres. Pire encore, l'extraterrestre n'a offert aucune réponse à la pique de Fade. Rien de moins amusant qu'une provocation qui tombe à plat. Fade s'est élancé, prenant appui sur son pied arrière et plongeant sous le membre étiré qui avait porté le coup manqué. Un deuxième coup de massue est arrivé de la droite, décrivant un arc si ample que Fade est passé en dessous en se décalant lui aussi. Des morceaux de béton ont volé en éclats, et Fade a continué d'avancer jusqu'à ce que le trio de sphères de la chose se retrouve en suspension devant lui, tels 3 ballons très violets. « Espérons que tu es facile à crever », a dit Fade en faisant un mouvement sec du poignet, sa paume ajustant la prise de la petite lame qui attendait dans sa veste. Le coup de couteau de Fade a réussi à entailler profondément la sphère centrale, traçant une ligne profonde d'où suintait un liquide orange, à l'odeur âcre. La sphère s'est rétractée, se dégonflant comme un ballon de basket, une chose à laquelle Fade a réfléchi 1 milliseconde avant que le premier bras qu'il avait esquivé ne revienne et ne fasse tomber le ratisseur. Fade a atterri sur le dos. Son coude gauche a rebondi, mais il a réussi à éviter que sa tête ne se mélange au trottoir. Il a fait pivoter son épaule, a lancé son couteau de poche et a embroché la sphère droite. La créature a frémi une seconde fois, puis a tout simplement disparu. Derrière elle, se profilant alors qu'elle fonçait sur Fade, se trouvait une chose vert citron, aux allures de rocher, avec plus de bras trapus que Fade n'avait de sens encore valide. En reculant à tâtons pour se remettre sur ses jambes, chancelante, Fade a compris le plan, tout le stratagème. Avec les badges, les ratisseurs pouvaient se retirer et panser leurs plaies indéfiniment. Un par un, ils prendraient dans la planète d'assaut, une éternité de monstres impossibles à tuer.
Enfin, pas sans une balle dans la tête. Fad a soupiré alors que la nouvelle créature arrivait à portée de bras. Tout revenait toujours à ses foutues armes.